Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12, je me souviens même plus de mon nom. Nous sommes à Montréal, ouais, puis des fois il vaut mieux l'oublier son nom. Donc, nous sommes à Montréal le 12 avril 2021. Aujourd'hui, je vous lis rien, je vous parle pas de littérature. Je vous fais part de quelques-unes de mes observations sur la crise en cours à partir d'un événement qui est survenu hier soir dans le quartier le Vieux-Montréal, où de jeunes se sont réunis pour protester contre une extension des mesures sanitaires, c'est-à-dire le couvre-feu à 20 heures. La soirée elle était belle, on a eu une fin de semaine magnifique, à des températures au-dessus de la normale. Et donc, plusieurs centaines de jeunes se sont réunis sur la place Jacques-Cartier. Des, des pétards ont été lancés, des feux d'artifice ont été projetés au ciel, dans le ciel. Et, euh, et puis, il y a eu de la casse, il y a eu du grabuge, la police est intervenue, il y a eu une centaine de contrevenants qui ont reçu une amende et quelques-uns ont été arrêtés. Mes sources, voilà, la question des sources. Mes sources multiples et extrêmement fiables m'informaient que beaucoup des jeunes qui étaient réunis hier soir, le 11 avril, eh bien, provenaient des quartiers nord-est de la ville, c'est-à-dire Montréal-Nord et Saint-Michel, entre autres. La situation, alors voilà, alors, il y a une composition, j'oserais dire presque ethnique. Évidemment, les médias ont pas, ont pas cette, je dirais, c'est quasiment une question d'ordre sociologique, mais n'ont pas cette finesse pour être capable de dire oui, bon, c'est des casseurs, l'affaire est entendue, mais et briser une vitrine, euh, il faut réfléchir à qui a brisé la vitrine. Hein? C'est pas. Évidemment, il y a des casseurs professionnels, il y a des casseurs aussi, on l'a vu au printemps 2012, qui étaient de la police. C'est quand même une vieille stratégie connue pour discréditer un mouvement citoyen de révolte, on va dire, ou de colère, ou d'indignation, ou d'insurrection dans les cas les plus graves. C'est une stratégie bien connue que d'utiliser des policiers déguisés en casseurs. Et qui, après ça, évidemment, l'opinion publique rapidement est contre toute forme de vandalisme. C'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. Ce n'est pas du vandalisme en tant que tel. C'est qui était là ce soir-là. Qui était là parce que les gens qui manifestent avec des drapeaux de Donald Trump ou, hélas, le drapeau des patriotes et qui scandent liberté, c'est pas les mêmes non plus que ceux qui appartiennent au Black Bloc, par exemple. Ce groupe d'anarchistes qui jugent que, que la casse, que le vandalisme est une réponse politique. Et ce sont dans le cas des Black Blocs, ils sont aguerris. Ils sont aguerris et pour eux, qu'il y ait des casseurs policiers au sein de leur rang, c'est parfait. Ça prouve même, ça vient valider leur logique, à savoir que, eh ben, on est dans une sorte d'état policier. Alors, qu'il y ait des policiers déguisés en anarchistes et qui brisent des vitrines, pour un Black Bloc, on peut dire que c'est une sorte de consécration. Ah, il y a les amateurs du Canadien qui n'ont pas trop le club de hockey le Canadien de Montréal, le club de hockey sur glace, qui n'ont pas trop l'occasion de participer à des casses depuis plusieurs années. C'est une équipe navrante, on ne va pas gloser là-dessus. Alors, les motifs d'aller casser de la vitrine n'ont pas été très nombreuses dans les dernières années. Là, on aurait là ici une autre forme de vandalisme. Mais hier soir, c'était pas ça. Et si je reviens sur les quartiers nord, alors, les quartiers nord-est de la ville, je ne sais pas pourquoi je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas une anecdote, mais
Si vous vous rappelez, en août 2009, il y a eu une intervention policière à Montréal-Nord qui s'est soldée par la mort d'un jeune, Freddy Villanueva, qui a été, qui se serait, il y aurait eu une rixe avec un des policiers. Le policier a dégainé et a abattu le jeune Villanueva. Suite à ça, il y a eu des émeutes. Il y a eu de la casse dans Montréal-Nord. Il y a eu des émeutes et même un groupe s'était formé à l'époque qui s'appelait République Montréal-Nord. République Montréal-Nord, c'était en quelque sorte une sorte de répétition en moins grave des événements qui ont eu lieu à Paris, dans les banlieues parisiennes, en 2005. Et ce qu'on a appelé plus tard les territoires perdus de la République et certaines banlieues parisiennes sont devenus des lieux de non-droit. Alors, des lieux de non-droit qui, qui peuvent se créer au sein d'une cité ou d'un pays ou d'une république, évidemment, les conséquences sont très graves et on n'arrive pas à cet état de faiblesse, d'abandon de responsabilité de l'État, du moins, sans, sans que des motifs très, 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 très graves, sans qu'on ne craigne pas soit un conflit direct, soit une guerre civile, ou que même ces territoires perdus, ces territoires où la police n'ose pas s'aventurer, euh, eh bien, c'est pas anecdotique, là. Et à cette époque-là, des, euh, des émeutes dans les banlieues parisiennes, eh ben, je lisais les blocs-notes de François Mauriac. Les blocs-notes, c'est les chroniques qu'il a écrites dans le journal L'Express. Et donc, il a écrit pendant plusieurs, entre autres, le journal L'Express. Il a écrit dans toutes sortes de journaux, toutes sortes de quotidiens, François Mauriac. Et sur le plan politique, il avait un jugement assez juste. Et donc, pendant que je lisais les avant-derniers blocs-notes, ça doit faire en tout entre 2500 et 3000 pages. Alors, j'ai eu un automne, l'automne 2005 a été consacré à la lecture de François Mauriac. Et pendant que je lisais les passages concernant la décolonisation, eh bien, les banlieues parisiennes s'embrasaient. Et là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que oui, les, 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 les enfants de ces gens que, dans bien des cas, la France a rapatriés parce qu'ils ont été des alliés des Français, n'ont pas souhaité l'indépendance algérienne, se sont retrouvés logés dans dans un espace géographique et les enfants, pour toutes sortes de raisons, on ne va pas dans cette direction-là, n'ont pas vraiment réussi à s'adapter. Ou encore, et c'est là mon point, c'est que les conditions d'adaptation sont parfois impossibles. Alors je reviens sur les quartiers nord-est de la ville de Montréal. Ce sont des quartiers pauvres, d'accord? Hein? Premièrement, ce sont des quartiers pauvres. Ce sont et les gens qui vivent dans ces quartiers-là, souvent, très souvent, vivent dans des immeubles vétustes et dont le coût de location est exorbitant. Et en plus, là, je fais une petite parenthèse pour vous parler. On ouvre une grande parenthèse pour vous parler de l'hypnose collective qui s'est emparée d'une partie importante des Québécois, des Montréalais, la bulle immobilière. Alors en ce moment, c'est une frénésie. Tout le monde veut acheter, en fait, ceux qui ont la possibilité d'acheter, et quelques-uns comprennent aussi que c'est le moment de vendre. Alors, mais même les locataires, cette frénésie, elle s'accompagne aussi d'un désir d'acquérir, elle s'accompagne aussi d'un désir de vendre, et elle s'accompagne aussi d'une peur d'être délogé. Et beaucoup de locataires ont peur soudainement que leur propriétaire, voyant cette hallucinante frénésie, décide simplement
de faire le pactole, de régler la transaction et de s'enrichir de manière fabuleuse. Alors, ce climat où on sent que le sol se dérobe sous nos pieds et contribue, à mon avis, à un climat anxiogène de très, très haut niveau. Alors, beaucoup de gens sont mal logés. Beaucoup de gens, même mal logés, ont peur de perdre leur logis. Et beaucoup s'imaginent qu'il faut vite s'accaparer d'un bien immobilier parce que, comme c'est une explosion de prix, alors les gens redoutent de manquer le deal. Et d'autres disent c'est le moment de se débarrasser d'immeubles abandonnés, vétustes, en mauvais état, et de faire beaucoup d'argent. Alors, voyez un peu, il y a ceux qui ont peur de perdre ce qu'ils ont, il y a ceux qui ont le goût d'acquérir quelque chose, mais à chaque jour qui passe, ils ont l'impression qu'ils ne pourront rien acquérir, et il y a ceux qui se disent, c'est le moment de faire du pognon. Mais cette peur-là des plus pauvres, parce que pour être dans une course aux biens immobiliers, il faut quand même avoir un peu de revenus, n'est-ce pas? Tandis que les plus pauvres, Montréal-Est, Saint-Michel, Montréal-Nord, ils n'ont même pas la possibilité même de penser qu'ils pourraient se porter acquéreur d'un bien immobilier. Et depuis que la pandémie dure, depuis 1 an, alors qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers? Eh bien, les gens vivent dans des appartements, sont surpeuplés. Souvent aussi, certaines personnes qui vivent dans ces quartiers appartiennent à la frange pas inférieure, mais à la frange très modeste du corps médical, c'est-à-dire travailleurs de la santé, mais préposés aux bénéficiaires, ou concierges, ou encore dans la sécurité. Et tous ces gens-là, non seulement depuis 1 an, travaillent dans des conditions difficiles, bon, bonifiées un peu par le gouvernement, tant mieux, mais la précarité, elle, existentielle, réelle, demeure. Ajoutez à cela qu'ils ont peur de perdre leur maison. Alors, ma réflexion de base, c'est si on veut vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un, hein, si on veut faire preuve d'empathie, par exemple, mettons-nous dans la peau d'une jeune personne intelligente et généralement, bien souvent, les jeunes sont intelligents, n'est-ce pas? Mettons-nous dans la peau d'une jeune personne intelligente, venant d'un milieu défavorisé et qui sait que les dés sont pipés. On peut, servir le truc de la méritocratie, mais là, pour pouvoir se porter acquéreur d'une maison à Montréal, n'est-ce pas? Les enfants de la classe moyenne, je prends l'exemple de la classe moyenne, eh bien, simplement, doivent faire des études universitaires avancées pour pouvoir espérer avoir un salaire à minima dans les 6 chiffres, pour pouvoir peut-être se porter acquéreur d'un condo d'un demi-million. Ça, c'est le scénario optimum. Ceux qui viennent d'Outremont, ceux qui viennent de Westmount ou de Notre-Dame-de-Grâce, les quartiers centraux ou de l'ouest de la ville, eh bien, ceux-là n'ont même plus les moyens d'acheter, par exemple, la maison de leur grand-père ou la maison de leurs parents. Ils n'ont plus les moyens. Même l'ascenseur social a beau bien fonctionner, ils ne peuvent pas se porter acquéreur de la maison familiale. À moins qu'ils l'héritent, mais là, à ce moment-là, encore là, il faut avoir de très bons revenus. Alors oui, ce sont des héritiers. Bon, l'affaire est réglée. Mais s'ils n'étaient pas des héritiers, par exemple, ou s'ils étaient plusieurs membres d'une même fratrie, ils ne pourraient pas acheter la maison familiale à Outremont. Ils ne pourraient pas. Alors qu'est-ce qui reste comme option? Alors, évidemment, c'est de ceux qui ont les moyens d'aider, d'établir leurs enfants à se porter acquéreurs d'une maison en s'établissant. Eh bien, veut pas, c'est l'État-providence,
n'est-ce pas, qui ne fonctionne plus, est remplacé par la famille-providence. Alors, c'est clair, là aussi, que si des parents moyennement aisés ou enrichis par le boom immobilier ne viennent pas en aide de manière concrète par un apport important d'argent qui dépasse le 100 000, le 200 000, le 300 000, qui même peut aller au-delà de 3 ou 400 000 $ pour se porter acquéreur d'un bien immobilier à Montréal, si ces parents-là ne font pas, n'apportent pas cet apport-là, eh bien, c'est pas compliqué. Les enfants, même avec un salaire important, ne pourraient pas se porter acquéreur d'un bien immobilier. Alors imaginez un peu, on revient à cette jeune personne de Saint-Michel ou de Montréal-Nord, qui même s'il fait des études, même s'il est le premier de sa classe, même si, eh bien, il va quand même être doublé au fil d'arrivée, puis même pas au fil d'arrivée, il va être doublé sur la ligne de départ en partant par des gens et de la classe moyenne et de la bourgeoisie. Et là, je ne parle pas de la haute et de la grande bourgeoisie, la très, très grande bourgeoisie, disons 3-4 générations. Elle, prenons l'exemple, un exemple pour rester avec le hockey, Jeff Molson, il est le 8e de sa génération. Alors, les vieilles fortunes, très, très vieilles fortunes en tout cas, puis même 8 générations, si on se place du point de vue européen, c'est somme toute assez jeune comme pognon. Alors, mais ces vieilles fortunes survivent aux guerres mondiales. En fait, souvent même, c'est des occasions d'augmenter leur patrimoine. Elles survivent aux révolutions, elles survivent aux pandémies, elles survivent en fait à tout, et tous les moyens sont mis à la disposition pour voir cette fortune croître. Et un type comme Jeff Molson, il est fiduciaire il n'est même pas un héritier, il est fiduciaire, et son objectif dans la vie, alors il a grandi avec les valeurs de l'argent, qui consiste à, tu reçois un montant X à la naissance, tu reçois le mode d'emploi, tu reçois la patine, tu reçois la manière, tu as le kit complet de comment avoir un rapport sain à l'argent. C'est-à-dire, tu reçois l'éducation, tu reçois la patine, tu reçois la capacité à le faire fructifier, et ton objectif, c'est, quand tu vas mourir, ou même pas quand tu vas mourir, c'est à ceux à qui tu vas faire des enfants, ceux à qui tu vas jeter dans le monde, eh ben, tu vas leur offrir à eux aussi le mode d'emploi, avec une fortune que tu auras eu l'intelligence et la sagesse de faire croître, et à leur tour, et c'est ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui, en fait, n'ont pas juste jamais de soucis, parce que même rendu à un certain niveau de richesse, la richesse est une abstraction. Vous voyez, bon, j'ai fermé ma parenthèse, mais retrouvons-nous dans la peau de cette jeune personne qui comprend que les dés sont pipés. Alors, oui, je ne justifie en rien, mais on va analyser un autre, on va faire une autre parenthèse. Je ne suis pas allé vérifier les chiffres, mais je sais qu'ils sont énormes. Le taux d'épargne des Canadiens a explosé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quelque chose, hein? Ça veut dire que beaucoup de Canadiens commencent à éprouver la passion de la possession. Parce que avoir de l'argent et la dépenser, ce sont deux activités antinomiques. La seule manière de conserver son argent, c'est de ne pas la dépenser. Je ne vois pas d'autre méthode. Évidemment, la passion de la possession, quand c'est le fait d'un petit nombre de privilégiés qui ont eu la sagesse, l'intelligence de faire de bons placements, ou d'avoir le contrôle, de savoir bien gouverner leurs propres désirs, savoir se gouverner, eh bien, ceux-là, aujourd'hui,
ils sont encore plus riches qu'avant la pandémie. Mais le problème, il est là. Parce qu'un nombre grandissant de gens commence à éprouver, à ressentir ce que c'est que d'avoir de l'argent dans son compte de banque. Et c'est là que les économistes commencent à être inquiets. Parce qu'ils se disent, est-ce qu'on est en train de créer une génération spontanée d'avares, de gens qui vont avoir un rapport mortifère à l'argent? On n'est plus dans la bataille, on n'est plus dans la dépense excessive qui permet l'épanouissement de l'existence. On est dans la rétention. On garde son petit truc pour soi. Hein? On fait dans son petit pot et on garde ça pour soi. Mais si tout le monde garde son petit truc dans son petit pot, il va arriver quoi? Ben là, il va arriver que l'économie, elle va aller en se détériorant. Et là, les économistes disent, ah ben voilà, mais il y a un espoir. C'est les jeunes. Alors, on attend de ces jeunes qui, depuis 1 an, se font massacrer. On attend de ces mêmes jeunes-là qui, de soldats sacrifiés, deviennent des fantassins à nouveau sacrifiés pour pouvoir faire rouler l'économie, selon comme Sisyphe qui roule sa pierre. Hein? Cette expression de faire rouler l'économie, on se demande qui roule, on se demande pas si c'est... Est-ce que ce sont là des pierres vivantes qui roulent, hein? Puis qui tombent en bas du précipice et qu'on reprend? Bon, vous connaissez le mythe. Mais là, on demande à ces jeunes-là qui ont été sacrifiés depuis 1 an, qui ont vu leur passage à la vie adulte bousillé, qui, je reviens à mes quartiers nord-est, qui vivent littéralement l'enfer, on va demander à ces mêmes jeunes qui ont été sacrifiés depuis 1 an, on va leur demander maintenant, sacrifiez-vous à nouveau pour que nous, rentiers, ou gagnants de la course immobilière, ou champions des placements, ben, sacrifiez-vous à nouveau pour que nous puissions conserver notre argent. Et là, je me dis, OK, que les jeunes dépensent tout, puis qu'ils s'endettent comme des fous pour nous sauver, je veux bien, mais si ils sont exclus et qu'ils n'ont pas des parents qui sont prêts à les aider pour pouvoir se bâtir un patrimoine immobilier, c'est pas sûr qu'ils aient envie de... Et puis c'est pas sûr qu'ils aient, pas juste pas envie, c'est pas sûr qu'ils n'aient pas les moyens de sauver l'économie. Alors, vous voyez un peu Alors, l'avarice, bon, évidemment, c'est un des 7 péchés capitaux. On l'a oublié parce que, ben, en fait, on s'est arrangé pour qu'on l'oublie. Mais ceux qui ont vraiment de l'argent, là, mais vraiment, vraiment de l'argent, ils peuvent être généreux. Mais ils peuvent être généreux, c'est une générosité intéressée, c'est une générosité calculée, c'est une générosité avantageuse, ça peut être bien souvent une posture. Et puis, on l'a remarqué dans nos vies, les gens les plus généreux, souvent, mais là, c'était les plus pauvres d'entre nous. Alors, cette logique-là de « je conserve mon bien », eh bien, si tout le monde commence à penser en riche, c'est-à-dire « je ne veux plus dépenser mon argent à tort et à travers », eh bien là, je peux vous assurer, mes amis, mes bons amis, on va être dans l'eau chaude tout à l'heure. Parce que les compagnies de marketing, les bureaux, ben, aujourd'hui désertés de la ville de Montréal, hein? Là, je ne sais pas si les locaux sont encore éclairés, je ne sais pas si de la rue Sainte-Catherine, on peut voir les buildings plongés dans la pénombre. Sans doute, ils doivent garder les lumières allumées pour quand même que ça n'ait pas l'air trop lugubre. Mais dans ces bureaux-là, il y a des mecs qui travaillent jour et nuit. Jour et nuit. Ou en fait, des nuits très courtes, en tout cas, pour vous faire sortir vos dollars de vos poches. Ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de vous faire dépenser. Mais là, tout à coup, si vous, au cours de cette pandémie, puis je rajoute aussi la peur de perdre le logement, je rajoute aussi le fric fou que vous allez mettre à vous porter acquéreur d'un bien immobilier, la peur de perdre votre emploi,
ou encore téléporté dans une banlieue lointaine ou dans une campagne bucolique et que vous êtes derrière votre ordinateur à faire du télétravail, c'est possible que vous ayez tout simplement plus l'envie. Ouais, vous allez me dire, il y a Amazon. Ça consomme beaucoup sur Amazon. C'est vrai. Mais ça aussi, je pourrais vous dire, ça ajoute, on va dire, ça rajoute une couche de problème. Parce que plus Amazon va faire du fric, plus les petits commerçants risquent d'en arracher. Alors, on peut dire, ah, on va tous se retrouver sur Amazon, mais encore là, ça aussi, ça participe à supposer qu'il y ait encore des gens qui ont envie de dépenser beaucoup, ou encore qui ne se sont pas ruinés en se portant acquéreur d'un bien immobilier, ou encore qui ont tout simplement peur de perdre leur logement. Alors, ça se peut que cette atmosphère de presque de psychose collective, hein, un mélange d'hypnose collective et de peur irrationnelle, mais il faut se rappeler aussi que la recherche d'un bien immobilier, règle générale, ce n'est pas un investissement. Il y a des meilleurs investissements à faire que dans l'immobilier. Et ça correspond plus à un besoin psychologique. Je ne ferai pas toute la généalogie de ce qui s'est passé au niveau immobilier dans les 40 dernières années à Montréal, mais prenez simplement la période de 1990 jusqu'à 2000, l'immobilier à Montréal, c'était mortel. Alors, ça stagnait, ça ne bougeait pas, et en économie, avec le taux d'inflation, 2 ou 3% par année, ce qui ne monte pas nécessairement subit une dépréciation. Alors, pendant 10 ans, la majorité des propriétés à Montréal ont subi une importante dépréciation. Et personne n'en voulait. Ça, alors, qu'est-ce qui a fait que tout à coup, l'immobilier s'est mis à monter? 2 événements. La chute des cours boursiers électroniques à l'an 2000, au début de l'an 2000, le Nasdaq s'est effondré. Alors, les gens qui avaient des actions dans les technos ont déplacé leur pognon pour la pierre. Quelque chose qui, tout à coup, les petits boursicoteurs frileux ont jugé que la pierre, ben, au moins la pierre, elle fond pas. La pierre, elle n'est pas fluide, elle ne monte pas beaucoup, sauf depuis 20 ans, et ils ont transféré ce qu'ils mettaient dans la bourse électronique, ils l'ont mis dans le bâtiment. L'autre élément qui a fait que, tout à coup, l'immobilier s'est mis encore à connaître une autre couche, c'est le 11 septembre 2001. Hein? Le 11 septembre 2001, vous vous en rappelez, nous avions tous l'impression que c'était l'apocalypse. Voir les deux tours s'effondrer comme ça en direct à la télévision, ça annonçait assurément la fin du monde ou pas loin ou des bouleversements majeurs. Bouleversements que nous avons eus, bouleversements qui continuent d'agir au Proche-Orient. Je ne parle pas ici ni du Liban ni de la Syrie, mais toute la région du Proche-Orient a été déstabilisée durablement. La réponse qu'on a apportée, qui était une réponse militaire, vous savez tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un autre boom à la suite du 11 septembre, parce que là, les gens ont eu peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait l'animal humain quand il a peur? Il se cherche un endroit pour se réfugier. Il se cherche un trou, une tanière, un condo, une tour, n'importe. Il se cherche un endroit où il peut se croire à l'abri des bouleversements mondiaux ou de la vie tout simplement. Alors, il veut se confiner. Alors, il est même prêt à endurer des couvre-feux pour ne pas être exposé aux aléas de l'existence. Je ne parle pas ici simplement de ce virus, je parle également de tout ce qui peut arriver. Alors, c'est ça aussi pourquoi il y a une frénésie, c'est que les gens ont peur. Voilà. Et la peur, outre le fait qu'elle soit mauvaise conseillère, nous fait voir les choses dans une perspective parfois très, 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 très désolante.
j'avais envie de vous parler du marxisme culturel. Est-ce que ça sera pour une autre fois? Parce qu'il y a un lien avec tout ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un lien avec le marxisme culturel et il y a un lien avec ce qui se passe avec Montréal-Nord, parce que euh, les, on va les appeler les insurgés de Montréal-Nord, ne souhaitent pas faire la révolution. Ils souhaitent faire du pognon. Et ça, c'est pour ça, entre autres, que la gauche a quitté, d'une certaine manière, le combat social des pauvres, parce qu'ils ont fini par comprendre qu'un pauvre, qu'est-ce que ça veut? Ça veut, quand ça a, quand ça a compris, disons, un certain nombre de choses, qu'est-ce que ça veut? Ça veut s'enrichir. Et, et la, la, la gauche tampon, je dirais, la gauche intermédiaire, qui craint un peu la violence des classes inférieures, n'est-ce pas? Parce que bien souvent, elle y provient d'assez fraîche date, et elle comprend également que les classes supérieures, et même très supérieures, elle ne pourra jamais y avoir accès. Alors là, il peut y avoir du ressentiment, il peut y avoir toutes sortes de toutes sortes d'affects liés à cet état-là, mais assurément, la, la gauche culturelle craint, craint à la fois la colère des classes réellement défavorisées, et elle craint également aussi le fait que beaucoup de pauvres n'ont qu'un seul désir, c'est de s'enrichir. Et c'est une idée, évidemment, qui ne peut pas être jugée noblement. Un pauvre qui veut s'enrichir, disons-le franchement, c'est un mauvais pauvre. Alors, voyez un peu. Et c'est pour ça aussi le combat de moi, ce que j'aurais envie de dire en paraphrasant Guattari, mais c'est pas exactement ce qu'il voulait dire, avec une certaine catégorie de pensée, avec cette espèce de fédération des minorités, on pourrait être en présence d'une sorte de révolution moléculaire, autrement dit. Alors, ce qu'on a appelé les combats intersectionnels, c'est-à-dire, bon, tous les groupes minoritaires se fédèrent contre un ensemble jugé réactionnaire. Restons sur ce simple mot-là, réactionnaire, point. Et patriarcal. Bon, vous connaissez toute la terminologie. Mais encore là, ça, c'est la plus grave erreur que peuvent faire ceux qu'on appelle les éveillés. Là. C'est de ne pas saisir la dimension criminelle de la société. Et ça, je veux dire, si on incluait et ça, c'est la dimension criminelle de notre société qui est quand même très, très importante. Je ne parle pas ici de la petite criminalité ou de la petite délinquance, mais je parle des grandes fortunes qui réussissent grâce à des stratagèmes légaux, mais amoral, hein, comme ils le disent. C'est amoral, mais c'est légal, qui réussissent à soustraire à l'État, avec la complicité de l'État, des milliards de dollars. Je ne parle pas non plus de toutes les entreprises de blanchiment d'argent. Je ne parle pas. À plusieurs reprises au cours de l'histoire, même, l'économie a été sauvée par les instincts criminels, a été sauvée par des criminels intelligents, des criminels qui savaient compter, des criminels qui n'avaient qu'un seul désir, c'était de sortir de leurs conditions, devenir riches et idéalement appartenir, n'est-ce pas, ou rêvant même que cette fortune soit transmise avec les codes, à la génération suivante. Alors, cette dimension, et c'est pour moi, si on voulait vraiment réunir, fédérer toutes les minorités, il faudrait que les Hells Angels aillent rejoindre les LGBT, par exemple. Vous imaginez un scénario pareil, c'est juste impossible. Et les Hells Angels vont toujours s'arranger si les LGBT et XYZ et tout ce que vous voulez permettent
d'augmenter les affaires, ils vont adhérer à la cause. Mais si ça devient des troubles-fêtes parce qu'ils exigent trop de réformes de la part de la société, parce que les Hells Angels, ce ne sont pas des réformistes, ce ne sont pas des insurgés, ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des gens d'affaires. Et si ces gens d'affaires jugent que l'évolution des mœurs, l'évolution de la société devient une entrave au bon fonctionnement de leur plan d'affaires, je peux vous assurer d'une chose, ça ne sera pas long, les éveillés vont se rendormir, ça va être rapide. C'est pas pour rien que dans les prisons, dans les années 70, eh bien, les quelques prisonniers politiques qu'il y avait au Québec, eh bien, il fallait les mettre à l'abri des droits communs. Les droits communs n'avaient qu'une seule envie, c'était de les oxyre. Parce que faire la révolution puis faire du cash, c'est deux choses totalement différentes. Et c'est ça. Alors évidemment, si, et ça me frappe toujours dans les discours de gauche, quel qu'il soit, que ce soit le marxisme culturel ou la gauche classique auquel j'appartiens, c'est-à-dire une gauche de relations économiques, pour moi, la vraie affaire, c'est l'économie, ce sont les rapports de force économiques. Ça se résume à ça, donc c'est mon champ, c'est mon champ de réflexion, je ne vais pas plus loin que ça, mais je comprends que si on a un peu de dédain pour les pauvres, et en plus, si on a du dédain pour les pauvres qui n'ont qu'une seule envie, c'est de s'enrichir, et si on a du dédain pour les pauvres qui prennent les moyens qu'il faut, dans certains cas, c'est-à-dire criminels, pour s'extirper de leurs conditions, c'est évident qu'un éveillé va juger que ces pauvres-là ne sont pas trop fréquentables. Mais il faudrait demander à un chef de la mafia montréalaise ce qu'il pense des éveillés, par exemple. Sans doute, il va dire « C'est quoi ça? » il va se prendre un verre de vin, il va dire « C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment ça pense ça? » Il va être incrédule. Puis là, si on lui explique avec détail tout ça, les transgenres et tout ça, qu'est-ce que tu veux dire, là? Il va devenir extrêmement nerveux. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à établir un dialogue avec lui. Par contre, ce même entrepreneur va comprendre au quart de tour que le bloc pourri qu'il y a à Saint-Michel, là, le terrain, il peut valoir cher. Il va comprendre aussi qu'il y a une passe à faire. Le reste, là, ça n'existe pas. Alors, pendant que nos éveillés s'agitent, les affaires continuent de rouler et le sol se dérobe sous nos pieds. Alors, comment tout ça va se terminer? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais ce que j'observe autour de moi, c'est le symptôme, parce que là, on est dans le symptôme, le symptôme immobilier relève d'une panique. Ça, c'est Pan qui apparaît et c'est les rats qui commencent à s'agglutiner partout. C'est les rats peut-être qui quittent le navire, ou c'est les rats qui sont tout à coup enchantés par... ou c'est les rats qui ont plus d'endroit où se terrer, mais assurément, c'est des mouvements obscurs, ce sont des mouvements souterrains, ce sont des mouvements qui échappent à l'entendement et qui échappent à la juste perspective des choses. On est presque dans... On est dans l'hypnose. Pour moi, c'est clair, c'est une sorte d'hypnose. Tout le monde veut la même chose en même temps. Et il y en a qui vont faire la passe. Il y en a qui se retiennent, parce que là, c'est devenu tentant pour tout le monde. Dans le quartier Villeray, là où est la librairie, il y a des shoebox. Une shoebox, une maison minuscule, qui a été mise en vente ou qui a été vendue, je ne sais pas trop, qui a été payé 350 000 il y a 2 ans et qui s'est vendu ou qui est à vendre pour 1 200 000. Alors, il y en a qui disent « Ouais, mais là, ça va continuer tout le temps, ça va continuer tout le temps. » Ben, si ça continue tout le temps, là, je peux dire qu'on a du souci à se faire. Parce que je ne crois pas la jeune personne de Saint-Michel, elle comprend tout ça. Tout ce que je vous ai dit, là, que ce soit les éveillés, la criminalité,
les gosses de riches, Outremont, le boom immobilier, ben, le kid de Saint-Michel, il comprend ça à la perfection. Et si vous vous étonnez que certains soirs enfiévrés de printemps, il n'y a rien qu'une envie, c'est d'aller balancer une coupe de poubelles dans des commerces, que, à mon avis, pas une bonne idée, n'est-ce pas? Il y aurait d'autres moyens, mais comment créer une pensée politique? Comment créer une pensée politique aussi? Puis là, il y a la religion. Parce que la religion aussi, ça fait partie des autres problèmes qu'on a. Parce que la religion, hein, Marx l'a dit, c'est pas, faut entendre le début de la phrase, hein, c'est pas juste l'opium du peuple. C'est aussi le dernier recours de la créature qui souffre. C'est la dernière carte qu'un être humain tient dans ses mains quand il a abattu toutes ses formes d'espérance. Là. C'est un opium dans le sens que il a essayé toutes les autres drogues avant et puis il a jeté son dévolu dans celle-là. Et puis sa souffrance n'a pas d'objet, n'a pas de prise. Alors, oui, sa souffrance, il me dit non, vous allez dire, ouais, non, c'est juste des petits délinquants. Les délinquants sont pas mal partout aussi, hein? Délinquants de la pensée, délinquants promoteurs immobiliers, délinquants des privilégiés qui veulent conserver leurs privilèges. Alors, cette atmosphère-là, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas grand monde d'innocents dans la baraque. Là. Bon, on peut se piquer d'innocence, on peut offrir un visage avantageux, on peut même s'en faire accroire, on peut... Mais la survie, dans certains cas, de beaucoup d'entre nous, elle est âpre, elle est difficile, elle est angoissielle, elle est anxiogène. Bon, 42 minutes. Ah, je vous ai rien lu aujourd'hui, hein? Je vous ai rien lu. Non, parce que tout ça a commencé parce que mes sources, des bonnes sources, des sources diverses, m'ont aiguillonné sur qui pouvait être là. Et c'est vraiment très important. Parce qu'il va en avoir des manifs. Là. Bon, à un moment donné, je ne sais comment ça va finir, cette pandémie. Couvre-feu va finir. Là, on est dans une tempête. Mais comme dans toute tempête, c'est quand la tempête est passée qu'on peut examiner l'ampleur des dégâts. Les dégâts, ils vont être gigantesques. Et si déjà les rentiers et ceux qui veulent conserver leur beefsteak attendent que les jeunes se lancent dans des orgies de dépenses pour pouvoir que eux conservent leur pactole, ça peut être compliqué et ça peut réserver de mauvaises surprises aussi. C'est possible qu'on se dirige vers un clash générationnel. C'est pas impossible. Alors, j'ai perdu mon idée. J'ai complètement perdu mon idée. Ou qu'est-ce que je voulais vous dire? Non. On est trop dit en même temps, hein, en incluant le marxisme culturel. J'ai vraiment perdu mon idée. Ouais, donc, tout ça pour dire, c'est important de savoir, oui, c'est ça, voilà. C'est important de savoir qui manif, qui participe à des manifs, et oublions les motivations, juste le profil sociologique des manifestants. Ce soir, je ne serais pas étonné, je ne sais pas, là, peut-être qu'il ne s'est rien passé ce soir dans le Vieux-Montréal. Mais attendez-vous, je ne sais pas quand, mais que les Black Blocs rentrent. Et eux, ils n'ont rien à voir avec les casseurs. C'est des vrais casseurs. Mais eux, c'est ça leur ligne politique. On casse du matériel parce que des vies sont brisées. Ça, c'est leur argument. On brise des vies par le chômage, on brise des vies par la pauvreté. Alors, on peut tout casser. Ce n'est que des objets. Alors ça, c'est leur manière de penser. Et plus eux, ils espèrent aussi que, à force de tout casser, ben, il y a une sorte d'embrasement. C'est un peu utopique aussi, mais bon, on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais c'est pas les mêmes qui vont aller manifester avec un drapeau de Donald Trump en hurlant « Liberté ».
C'est pas les mêmes qu'hier soir, ça sera pas les mêmes demain soir. Et ça se peut donc, voilà, c'est ça que je voulais en venir, que quand tout ça sera terminé, eh ben, on va avoir une manif là, on va avoir une manif là, on va avoir une manif là, on va avoir des mouvements. Et là, vous allez voir comment qui va réguler la partie. Ben moi, je peux vous dire une chose, ceux qui vont mettre de l'ordre là-dedans, là, c'est pas les gentils, c'est les mauvais garçons. Et quand les mauvais garçons, les vrais mauvais garçons, hein, ceux qui comprennent rien aux éveillés, par exemple, apparaissent, l'atmosphère change. Ça là, ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Puis dans certains cas, ça pouvait aller tellement loin dans le délire, si on se rappelle, il y a 20 ans, Maurice Boucher, qui a ordonné l'exécution de 2 gardiens de prison. Lui, il était convaincu dans son délire mégalomane, il était convaincu qu'avec sa violence, il était en train d'aller se chercher un rapport de force avec l'État. Hein? Lui avait compris que l'État avait le monopole de la violence, mais il s'est dit, je vais aller m'en chercher un petit morceau, puis je vais aller les inquiéter suffisamment pour pouvoir avoir la paix. Ça fait 20 ans qu'il est en prison, Maurice Boucher. Disons, avant qu'un criminel brouillon et romantique puisse établir un rapport de force avec un État, ça, il y a encore des croûtes à manger. Mais peut-être qu'il y a certains groupes terroristes qui, eux, sont capables d'établir un rapport de force avec certains États. Et des États qui, eux-mêmes, sont en difficulté parce que sur leur territoire, il y a des territoires. Il y a des territoires cédés. Alors, et que si le nombre de territoires où l'État n'a plus vraiment de prise va en augmentant, eh bien, ça se peut que ça devienne compliqué aussi. Et ça se peut aussi qu'on ait besoin des bad boys pour mettre de l'ordre là-dedans. Alors, ne vous faites pas trop d'illusions. Un État, pour fonctionner à peu près convenablement, a besoin d'exécuteurs dans l'ombre. On l'a encore vu, je conclus là-dessus, avec l'affaire Gomery. Hein? On est allé chercher des bandits fonctionnaires, des gars qui n'ont pas peur de prendre des valises avec plein de pognon dans la valise, de donner rendez-vous à des honnêtes citoyens dans des parkings, leur offrant des pots de vin pour que cet argent-là transite, après ça qu'ils fassent un petit retour dans le parti. Mais tout ça, un grand connaisseur des affaires de l'État, un grand commis de l'État, il sait que des hommes d'ombre sont nécessaires. Hein? C'était connu Galliano qui faisait le sénateur Galliano, l'ancien ministre Galliano, sous Jean Chrétien, qui lors de la crise d'Oka de 90 faisait des allers-retours entre Ottawa, Montréal et Kanesatake. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il faisait Galliano? C'était une courroie de transmission. C'était un homme de l'ombre et cet homme de l'ombre-là, la GRC, l'avait suspecté d'être un argentier, d'être un trésorier de la mafia, ce qui n'a pas empêché notre homme d'avoir une belle carrière politique et de finir ambassadeur aux Pays-Bas ou à Amsterdam, ou Amsterdam, c'est dans les Pays-Bas, mais je pense que c'est aux Pays-Bas. Alors donc, mais pour récompense de bons services. Alors, ne vous faites pas trop d'illusions. Les hommes de l'ombre commencent à analyser la situation, commencent à observer ce qui se passe. Et on va vivre dans des temps extrêmement intéressants, mais très, très, très troublants. Alors, écoutez, je pense demain, je vais revenir à la poésie, hein, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la mafia
ne comprend rien aux éveillés. En fait, si on voulait vraiment avoir un bel exemple, on va laisser faire le monde ordinaire, c'est-à-dire vous et moi, mais un bel échange intellectuel entre un des chefs de la mafia montréalaise avec un idéologue woke. On les met tous les deux ensemble, on les met sur une table, hein, le dîner de la table d'à côté, là, rencontre sur la table d'à côté, là, l'émission de Radio-Canada, on les met ensemble. Ou un Hells, un bon Hells, puis que le woke explique sa vision de la société au Hells, puis que le Hells explique au woke sa vision de la société à lui. Oh shit. Là, ça c'est du dialogue. Un dialogue de sourds, personne ne va se comprendre, mais je ne sais pas lequel des deux va moins comprendre l'autre. Je ne sais pas lequel des deux va moins comprendre l'autre. Mais moi, je vous le dis, celui qui va moins comprendre, ça va être le woke. Des fois, trop de livres, là, ça trouble la cervelle. Tandis que les hommes d'affaires carrés, aux méthodes expéditives, et qui comprennent très, très rapidement les situations, des fois, là, ça fait des analystes assez redoutables. Assez redoutables. Allez, c'est tout. Moi, je pense que tu as le titre de ma vidéo. Rencontre au sommet entre un Hells et un Woke. Allez, bonne soirée.